Bonjour Alexandre Holroyd. Bonjour. Vous êtes député de La République En Marche. Vous représentez en fait les Français de l'étranger. Alors une circonscription qui est particulièrement d'actualité en ce moment, puisque c'est celle du nord de l'Europe et en particulier la Grande-Bretagne. Vous connaissez bien ce pays. Vous êtes d'ailleurs président du groupe d'amitié franco-britannique à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qu'il faut attendre du Brexit? Est-ce qu'il va avoir lieu? Est-ce qu'il va être reporté? Michel Barnier a déclaré cette nuit que c'était typiquement un accord qui permettait un divorce, donc il a l'air de ne pas vouloir renégocier. Quel est votre pronostic? Écoutez, après le vote de la semaine dernière, je pense qu'il y a deux possibilités distinctes qui deviennent plus probables et qui sont parfaitement contraires. La première, c'est un no deal. No deal, c'est-à-dire pas d'accord, et tout ça se casse brutalement. Et tout ça se casse brutalement, ce qui pose tout un tas de questions. Et la deuxième, c'est que le Royaume-Uni, sous une forme ou une autre, reste dans l'Union européenne pendant un temps plus long au moins. C'est-à-dire qu'il y ait un délai, une sorte de rémission avant la rupture. Exactement. Et la raison pour laquelle je dis ça, c'est qu'il y avait une troisième option avant, qui était qu'il y ait un accord, qui était l'accord qui avait été négocié entre Michel Barnier et Theresa May, qui est passé devant le Parlement britannique ou dans la Chambre des communes, mais et qui a été sèchement rejeté. Voilà, c'est l'ampleur de la défaite qui est surprenant, enfin en tout cas moi qui m'a surpris, et qui laisse à penser que ça va être très difficile pour Theresa May de faire passer un deal par cette Chambre des communes, celle qui est en cours, qui est aujourd'hui en exercice. Ouais. Et du coup, c'est les deux options en fait, qui restent, parce que toutes les questions connexes, est-ce que c'est un référendum, élection, etc., en fait, sous-entendent de rester ou de sortir. D'accord. Alors, on reviendra sur le no deal, mais votre deuxième option, votre deuxième hypothèse, elle suppose que les Européens soient d'accord et qu'ils accordent d'une manière ou d'une autre une sorte de rémission, un délai de renégociation ou pour organiser un second référendum, quelles que soient effectivement les options secondaires dont vous parlez. S'il y a un délai, c'est que les Européens sont d'accord et pour l'instant ils ne le sont pas. Alors, c'est pas tout à fait vrai. Ouais. Si vous prenez l'avis de la Cour européenne de justice, de l'avocat général de la Cour européenne de justice, les Britanniques ont le droit de révoquer l'article 50. Ouais. Alors, donc, révoquer l'article 50, pour ceux qui nous regardent, l'article 50, c'est ce qui a déclenché le Brexit. Exactement. C'est-à-dire de ressortir totalement de la procédure. Voilà. Et ce que la Chambre des communes, ce que les parlementaires britanniques ont voté, c'est-à-dire l'entrée dans le Brexit, ils peuvent le suspendre en suspendant ou en révoquant cet article 50. Alors, donc, en fait, ils ne peuvent pas le suspendre, mais ils peuvent revenir sur leur pas et dire on ne sort plus. Par contre, pour avoir un délai à l'article 50, c'est-à-dire pour rester dans la procédure, mais allonger la procédure, là, il faut que les Européens soient d'accord, et non seulement il faut qu'ils soient d'accord, mais il faut qu'ils soient d'accord à l'unanimité. Et la question qui se pose après, c'est est-ce que les Européens sont d'accord à l'unanimité? La réponse est non, pour l'instant, pas complètement, mais sur ce sujet du délai, pour l'instant, oui, ils sont plutôt... on ne fera pas. Ce qui me semble, c'est qu'il faut de toute façon qu'on trouve un accord, parce qu'un non-accord, c'est une catastrophe collective. Le no deal est une catastrophe. C'est une catastrophe collective. Il faut par contre que s'il y a une demande d'extension de l'article 50, il y a une raison qui sous-tend cette demande. On ne peut pas avoir une extension de l'article 50 qui consiste à dire on va essayer de faire la même chose pendant 2-3 mois qui suivent, puisque très clairement, si jamais il n'y a pas de solution... 2 ans et demi, ça n'a pas marché. Exactement. Donc pourquoi est-ce que ça marcherait avec tous les mêmes acteurs en place? Peut-être la pression de l'urgence ou la vision du fossé ou même du ravin qui se présente devant eux? Certains des parlementaires britanniques vous diraient que c'est en ce moment... la stratégie du gouvernement britannique, qui a été par exemple de repousser le vote de décembre à janvier, c'était pour jouer la montre et pour que la pression monte. Mais visiblement, vu l'ampleur de la défaite de la Chambre des communes, pour l'instant, n'a pas l'air de céder à cette pression-là. Donc moi, il me semble que les Européens, qui ont toujours gardé la porte ouverte, à commencer par nous, on a toujours été très clair, le président de la République a été très clair, par exemple, quand il est venu au Royaume-Uni, que si les Britanniques changeaient d'avis, ils pouvaient rester. Si jamais ils veulent étendre l'article 50, il me paraît qu'on devrait entendre cette demande, mais qu'elle devrait s'associer à un changement de circonstance, d'une façon ou d'une autre, ou un changement de demande, d'une façon ou d'une autre. Qui, pour l'instant, ne se perçoit pas. Le chef du gouvernement, Édouard Philippe, a annoncé la semaine dernière que le gouvernement s'apprêtait à prendre plusieurs ordonnances pour précisément mettre en place les procédures qui accompagneraient ce Brexit. Vous êtes, vous, en charge de la loi d'habilitation, enfin de toute la mécanique parlementaire qui va permettre de ratifier ces ordonnances. Qu'est-ce qu'elles contiennent ? Oui, absolument. Alors, on les a adoptés, on les a examinés en décembre, on a adopté la loi d'habilitation la semaine dernière, et c'est une loi qui se penche, grosso modo, sur 3 gros chapitres. Le premier chapitre, c'est les Français qui vivent au Royaume-Uni et dans quelles conditions ils rentreraient en France si jamais le Royaume-Uni sort sèchement. Deuxième chapitre, les Britanniques qui habitent en France, dans quelles conditions est-ce qu'ils peuvent rester? Sont-ils bienvenus ou pas? Exactement. Et troisième chapitre, c'est
les contrôles aux frontières. Parce que c'est là où on a une particularité française, en particulier avec le tunnel sous la Manche, c'est qu'en fait, nous, on a la vraie frontière avec le Royaume-Uni, qui est le tunnel sous la Manche, qui est le principal point de passage. Qui est l'artère. Ouais. C'est pas une frontière physique comme l'Irlande du Nord, où se pose tout un tas de questions politiques. En tout cas, il y a des postes de douane et des agents. Commercialement, voilà. c'est une frontière de dimension énorme et qui alimente les industries des deux côtés, y compris toute l'industrie européenne. Et donc, il faut réorganiser tout ça. Absolument. Ce sera fait dans les délais, je veux dire avant le 29 mars. Ce sera fait dans les délais. Il faut absolument qu'on se prépare. C'est pour ça qu'on a pris cette procédure un peu particulière, qui ne plaît pas beaucoup d'ailleurs normalement au Parlement, qui est de donner des pouvoirs particuliers à l'exécutif pour que ça soit fait dans les délais. Alors en France, nous avons nos gilets jaunes. En Grande-Bretagne, on dit beaucoup que le Brexit a été, s'est construit un peu sur les mêmes valeurs, mais ces gilets jaunes, justement, ils ont probablement affecté l'image de la France d'une façon ou d'une autre. Et depuis 2 ans et demi, les Français essayent d'attirer les banques, la City, la finance, en disant venez en France, puisque les Anglais ont l'air de ne plus vouloir être en Europe. Quel dégât ça a fait sur tout ce travail fait pendant 2 ans et demi pour attirer ceux qui ne veulent plus ou qui ne peuvent plus rester à Londres après le Brexit? Bon, déjà, il y a eu un travail considérable, vous avez raison, qui a été fait. Moi, j'y ai participé en tant que membre de la commission des finances. Mais quel dégât il y a une réussite très claire. La première chose, c'est qu'on est le pays de l'OCDE qui a la plus d'investissements industriels pour l'instant. Il y a eu une remontée spectaculaire en 2017 et 2018 des investissements en France. Et 2019. Par rapport au Royaume-Uni et à l'Allemagne, qui sont grosso modo nos 2 grands concurrents. Mais après, il y a 2 questions séparées qui se posent. La première question, c'est l'attractivité générale de la France. Et il est très clair que nos partenaires européens, les investisseurs, regardent ce mouvement des Gilets jaunes avec inquiétude et que tout ce genre de problèmes politiques internes, ça a un impact sur les investissements. C'est très clair. Après, il y a la question spécifique du Brexit où en fait s'articulent des crises différentes, puisque les investisseurs sont face à une crise considérable dans le cadre du Brexit. Et la réalité de la concurrence entre Londres et Paris sur cette question financière, elle est un peu défaussée. En fait, c'est une concurrence entre les capitales européennes pour des activités qui partiraient de Londres. Mais donc, un Anglais, un financier, je ne sais pas, américain qui travaillerait à Londres et qui regarde où il peut aller sur le continent, il voit qu'à Paris, c'est un peu touchy et peut-être il choisira Francfort, Amsterdam. On a une grande force, à mon sens, en France, qui est la stabilité de notre système politique. La réalité, c'est que, gilets jaunes ou non, on a une 5e République où il y a un président de la République avec une majorité qui est élue pendant 5 ans, ce qui n'est pas le cas dans un régime parlementaire, ce qui n'est pas le cas, par exemple, au Royaume-Uni en ce moment-là. Et du coup, il y a une capacité de résorbation des crises et une capacité d'action qui est très importante. Je pense que ce qu'ils regardent avec beaucoup d'impatience, c'est que la volonté de la majorité et du président de la République de continuer à faire des réformes structurelles. Et cette volonté-là, elle est toujours là, elle est ancrée. Et 2, la capacité, pas seulement la volonté, la capacité à faire des réformes. Ce grand débat, vous l'organisez dans votre circonscription à l'étranger? Absolument. En Europe du Nord, à Londres, que sais-je encore, oui? Absolument. Déjà, tous les citoyens sont libres de l'organiser. Oui, bien sûr. Donc il y a déjà un citoyen qui l'a organisé d'ailleurs à Copenhague, un premier déjà fait. Et moi, j'en organiserai plusieurs, à la fois, je me mettrai en facilitateur de plusieurs, à la fois à Londres, où j'ai invité l'ensemble des élus, parce que, vous savez, c'est peu connu, mais les Français à l'étranger ont le droit de voter aussi pour des espèces d'élus locaux, ça s'appelle des conseillers consulaires, et ont aussi des sénateurs. Et donc vous avez enclenché la mécanique. Et du coup, j'enclenche cette mécanique pour en organiser à Londres et dans toutes les villes principales de la circonscription. Un sondage Opinionway nous apprend aujourd'hui que les 2 tiers des Français sont heureux de ce grand débat et de cette initiative. Et les 2 tiers des Français pensent que Emmanuel Macron n'en tirera pas de conséquences. Qu'est-ce que ça dit de la défiance? Ça veut dire qu'on est sceptique de nature. Moi, si vous aviez fait le même sondage, à mon sens, il y a 3 semaines... C'est pas un sujet sur Emmanuel Macron. Je pense que les 2 tiers, vous n'auriez pas 2 tiers qui disaient que le débat allait être utile. La réalité, c'est qu'il y a un processus assez typique de ce genre d'initiative où le premier réflexe, c'est le scepticisme. Et seulement, au fond, il n'y a que des preuves d'amour, c'est seulement avec... les décisions qui sont prises, que la confiance vient. Et cette confiance, elle viendra quand les décisions sont prises. La réalité, c'est qu'il ne faut pas s'attendre à ce que cette confiance vienne jusqu'à qu'on arrive à ce point où on mettra en œuvre d'éventuelles conclusions. Un processus qui donc doit continuer. Pour l'instant, Emmanuel Macron n'a rencontré que des élus, pas de gilets jaunes. Il faut qu'il le fasse. Vous savez, moi je pense que les élus ont un rôle très important dans notre République et les maires c'est un tout particulièrement. Et beaucoup de ces gilets jaunes disent on veut nous entendre nous directement. Il faut qu'il le fasse. Non, mais moi j'ai vu Emmanuel Macron par exemple pendant son itinérance rencontrer des Français. Les gilets jaunes sont des Français, certains des Français sont des gilets jaunes et il a rencontré, je suis sûr, vu les discussions qu'il avait eues, des gilets jaunes dans le cadre de ce débat-là. Le fait qu'il réarticule le débat avec les élus qui sont le plus proches du terrain et le plus proche des gilets jaunes, les maires des petites communes, etc. Aucun doute. Me paraît particulièrement enrichissant et me paraît essentiel. Après, le travail qu'il fait de rencontrer les Français continuera, il le fait toujours. Il l'a toujours fait. Et donc, c'est comme ça qu'on sortira de la crise ou qu'on peut sortir de la crise. Merci, Alexandre Royd. Merci de m'avoir eu.